J'ai hérité de 29 millions après un grave accident. J'étais à l'hôpital, mon mari est venu avec sa nouvelle femme se moquer jusqu'à ce qu'elle crie: Mon Dieu, mais c'est ma. Je me souviens encore de cet appel. Le mardi 15 mars, à 11 heures du matin, j'étais assise dans la cuisine de notre minuscule appartement loué à Columbus, dans l'Ohio, et j'essayais de trouver comment faire durer 130 $ jusqu'à la fin de la semaine. Karl venait de partir travailler. Il est technicien en réfrigération et répare les congélateurs dans les supermarchés. Son salaire est modeste mais stable. Nous nous sommes mariés il y a 5 mois lors d'une cérémonie modeste à la mairie, sans invité ni robe somptueuse. Juste nous deux et un fonctionnaire qui avait l'air d'en avoir marre de tout ça depuis 20 ans. Le téléphone a sonné à l'improviste, un numéro inconnu avec l'indicatif de l'état du Maine. Mademoiselle Delroy a demandé une voix masculine sobre. Je suis Harrison Finch, l'avocat de votre oncle Robert McGregor. Oncle Robert, je me souvenais à peine de lui. Je l'avais vu peut-être 5 fois dans ma vie. Aux funérailles de ma grand-mère, une fois à Noël, quand j'avais 12 ans. Un homme taciturne, à la barbe grise, qui sentait la mer et le tabac. Il vivait quelque part sur la côte du Maine et travaillait dans le domaine de la pêche. Ma mère disait que c'était un excentrique solitaire qui ne s'était jamais marié et ne fréquentait personne. Il est arrivé quelque chose demandai-je. J'ai le regret de vous informer que M. McGregor est décédé il y a 3 jours, d'une crise cardiaque. Je restais silencieuse, je ne savais pas quoi dire, j'étais désolée mais nous n'étions pas proches. Pourquoi m'appelle-t-il? Mademoiselle Delroy, votre oncle a laissé un testament. Vous êtes la seule héritière. Le montant de l'héritage s'élève à 29 millions de dollars. J'ai entendu les mots, mais ils n'avaient aucun sens. 29 millions, c'est une erreur. Oncle Robert vivait dans une vieille maison, conduisait un vieux pick-up. D'où venait tout cet argent? Quoi? Ai-je murmuré, stupéfaite. Votre oncle était propriétaire d'une flotte de pêche et de plusieurs commerces sur la côte. Il menait une vie modeste, mais était un homme assez riche. Vous devez vous présenter à mon bureau pour remplir les documents. Quand pouvez-vous venir? Je ne me souviens pas de ma réponse. Quelque chose comme je vous rappellerai plus tard. J'ai raccroché et je suis restée assise, le regard fixé sur le mur. 29 millions de dollars. Cela allait tout changer. Nous pourrions acheter une maison. Je pourrais enfin commencer ma carrière en biologie marine au lieu de travailler comme caissière dans une épicerie, comme je le faisais depuis 3 mois après avoir obtenu mon diplôme universitaire. Nous pourrions vivre. J'ai attrapé les clés de ma vieille Honda, qui tombait sans cesse en panne, et j'ai foncé vers le centre de service où travaillait Karl. Je voulais lui annoncer la nouvelle en personne, voir son visage lorsqu'il apprendrait la nouvelle. J'imaginais déjà qu'il me soulèverait dans ses bras, me ferait tournoyer et éclaterait de rire. Nous pourrions enfin ne plus compter chaque dollar. Le trajet entre notre quartier et Columbus prenait généralement une demi-heure. Je roulais plus vite que nécessaire. J'étais simplement heureuse. Au croisement de West Broad Street et Hamilton Road, le feu est passé au vert. J'ai accéléré et à ce moment précis, un camion m'a percuté sur le côté gauche. Je me souviens du bruit, assourdissant, métallique, insupportable. Je me souviens avoir été projetée sur le côté, avoir reçu un coup à la tête, puis le noir. La première chose que j'ai ressentie en me réveillant, c'était la douleur. Pas aiguë, mais sourde, diffuse dans tout le corps. Mes paupières étaient lourdes, comme du plomb. J'ai essayé d'ouvrir les yeux. D'abord juste un instant, puis plus longtemps. Un plafond blanc, une lampe néon, une odeur de désinfectant, un hôpital, j'ai essayé de bouger. Ma main droite ne m'obéissait pas, quelque chose y était enfoncé. Une perfusion. Ma jambe gauche n'était pas non plus la mienne, lourde, immobile. Elle s'est réveillée. Ai-je entendu une voix féminine dire quelque part à côté? Une infirmière s'est approchée de moi, une femme corpulente d'environ 45 ans, au visage fatigué. Chloé, tu m'entends? M'a-t-elle demandé lentement, comme si elle parlait à un enfant. J'ai hoché la tête, ou j'ai essayé de hocher la tête, je ne suis pas sûre d'y être parvenue. Bien, je vais appeler le médecin, ne bougez pas, d'accord? Elle est sortie, je suis restée allongée à regarder le plafond. Depuis combien de temps suis-je ici? Un jour, deux, l'accident a eu lieu ce matin. Nous sommes probablement le soir du même jour, ou le lendemain matin, le médecin est arrivé, un jeune homme avec des lunettes et une tablette dans les mains. Mademoiselle Delroy, je suis le docteur Patel, comment vous sentez-vous? Que s'est-il passé? Ma voix était rauque, étrangère. Vous avez eu un grave accident de voiture, vous avez subi un traumatisme crânien sévère, vous étiez dans le coma. Combien de temps? Il a marqué une pause. Il a regardé l'infirmière, puis m'a regardé à nouveau. 2 ans et 4 mois. Je ne comprenais pas. Il répéta, mais les mots ne rentraient tout simplement pas dans ma tête. 2 ans, 4 mois, c'est impossible, j'ai l'impression de m'être endormie hier. Non, murmurai-je, c'est une erreur. Malheureusement, non, nous sommes le 17 juillet. L'accident a eu lieu le 15 mars, il y a 2 ans, le 17 juillet. J'ai 25 ans, j'aurais dû en avoir 23. J'ai perdu 2 ans de ma vie, juste comme ça, dans l'obscurité. Où est mon mari? Ai-je demandé, paniquée. Le médecin a de nouveau échangé un regard avec l'infirmière. Nous allons contacter vos proches. Vous avez besoin de repos maintenant. Les jours suivants, ou les semaines, je ne sais pas exactement, ont été flous. Je dormais, puis je me réveillais. Les infirmières m'aidaient à manger, à me laver les cheveux, à aller aux toilettes. Je ne pouvais pas marcher normalement, ma jambe gauche ne fonctionnait presque plus, je devais m'appuyer sur les barres d'appui. Le kinésithérapeute venait tous les jours, me forçait à bouger les bras et les jambes, à faire des exercices. Tout me faisait mal. Mais ce qui me faisait le plus mal, c'était l'absence de Carla. J'ai interrogé les infirmières. Elles m'ont répondu de manière évasive. Elles l'avaient appelé, lui avaient laissé un message, il était au courant. Mais il n'est pas venu, pas une seule fois.
Finalement, j'ai demandé un téléphone. L'infirmière qui s'appelait Vaiona, une femme calme à la peau foncée d'une cinquantaine d'années, m'a apporté mon vieux portable. Il ne s'allumait pas. La batterie était morte depuis longtemps, mais le chargeur a fait des miracles. Nous avons son nouveau numéro, a dit Vaiona. L'ancien ne fonctionne plus. Vous voulez que je l'appelle? J'ai acquiescé. Elle a composé le numéro et activé le haut-parleur, de longues sonneries, puis une voix masculine, à la fois familière et étrangère. Allô? Karl, ai-je murmuré. C'est moi. Silence. Chloé? Il l'a dit comme s'il avait entendu un fantôme. Oui, je me suis réveillée. Karl, pourquoi n'es-tu pas venu? Silence à nouveau, puis il a soupiré, longuement, avec agacement. Écoute, je n'ai pas le temps pour ça maintenant, je suis au travail. Mais je n'ai pas d'argent à dépenser pour une incompétente qui est restée dans le coma pendant 2 ans. Désolé, mais c'est la vérité. Je continue ma vie. Toi aussi, tu dois continuer à vivre. Et il a raccroché. Je suis restée assise sur mon lit, le téléphone à la main, sans comprendre ce qui venait de se passer. Ce n'était pas le Karl que j'avais épousé. Lui était gentil, attentionné. Même s'il n'était pas très romantique, il m'aimait, je le savais. Mais celui-ci était un étranger. Vaiona a pris le téléphone sans rien dire. Elle a simplement posé sa main sur mon épaule et est sortie. Une semaine s'est écoulée, peut-être plus. Je faisais ma rééducation, j'essayais de marcher sans béquille. Les médecins disaient que je faisais de bons progrès, mais je les entendais à peine. Les mêmes pensées tournèrent dans ma tête. Pourquoi ne vient-il pas? Que s'est-il passé? Où est mon argent, mon héritage? A-t-il appris son existence? Et puis, un matin, c'était un mercredi, je m'en souviens, parce qu'on lavait le sol dans le couloir et que ça sentait le chlore, Vaiona est entrée dans la chambre et m'a dit: Vous avez de la visite. Mon cœur battait la chamade, je me suis dit: Enfin, il est enfin venu. Vaiona a ouvert la porte en grand. Karl est entré dans la chambre. Il avait maigri, il semblait plus âgé, il portait des vêtements neufs, chers, pas comme ceux que nous achetions en solde. Une femme l'a suivi. Elle était jeune, d'une vingtaine d'années. Blonde aux cheveux longs, maquillée de façon voyante, vêtue d'un jean moulant et d'un haut court, ils se tenirent par la main, je les regardais sans comprendre. Karl s'approcha, il sourit d'un sourire froid sans chaleur. Bonjour Chloé, j'ai décidé de passer te voir. Je te présente Lila, ma femme. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Quoi? Ai-je murmuré. Nous sommes mariés depuis 1 an, a-t-il dit calmement, comme s'il parlait de la météo. J'ai demandé le divorce quand j'ai compris que tu ne te réveillerais jamais. Les médecins ont dit qu'il n'y avait aucune chance. Je ne pouvais pas attendre éternellement. La blonde Lila m'a regardé avec curiosité, comme si j'étais une sorte d'objet d'exposition, puis elle a souri. Pauvre petite, a-t-elle murmuré. 2 ans dans le coma, ça doit être horrible. Je voulais dire quelque chose, mais ma voix ne m'obéissait pas. Karl se dirigea vers la sortie. Bon, on voulait juste s'assurer que tu étais en vie. Maintenant, tout est clair. Au revoir, Chloé. Ils étaient sur le point de sortir lorsque Lila s'arrêta brusquement. Elle se retourna et me regarda attentivement. Ses yeux s'écarquillèrent. Mon Dieu, murmura-t-elle, c'est ma camarade de classe, Chloé Delroy. Lila se tenait près de la porte de la chambre, agrippée à la poignée, et me regardait comme si elle avait vu un fantôme. Karl la saisit par le coude. Allons-y, dit-il sèchement. Nous devons partir, mais c'est Chloé Delroy. Lila ne bougeait pas, nous étions dans la même classe. Tu te souviens de moi? Lila Thorne. Je la regardais, essayant de me souvenir de Thorne. Lila Thorne. Oui, il y avait une fille comme ça. Nous n'étions pas amis. Nous nous croisions simplement parfois dans les couloirs. Nous nous sommes assises côte à côte à la cantine à quelques reprises. Elle avait 1 an de moins que moi, si je ne me trompe pas. Brillante, bruyante, toujours au centre de l'attention. Nous nous contentions d'échanger un bonjour et un au revoir. Lila, dis-je doucement. Karl l'attira plus fort. Je t'ai dit de venir, maintenant. Lila me jeta un autre regard, étrange, quelque peu perdu, et le laissa la conduire hors de la chambre. La porte se referma, je suis restée seule. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. Karl est marié à Lily Thorne, à la fille avec qui j'allais à l'école. Il a dit qu'il avait demandé le divorce pendant que j'étais dans le coma. Il a dit que les médecins avaient dit qu'il n'y avait aucun espoir. Mais je me suis réveillée, j'ai attrapé le bouton d'appel de l'infirmière et j'ai appuyé plusieurs fois de suite. Vaiona est arrivée presque immédiatement. Que s'est-il passé? Vous ne vous sentez pas bien? J'ai besoin d'un assistant social, ai-je soufflé, ou de quelqu'un qui puisse m'expliquer ce qui se passe avec mes documents. Avec ma vie. Vaiona a hoché la tête. Je vais voir qui est de service aujourd'hui. 20 minutes plus tard, une femme d'une quarantaine d'années est venue me voir. Elle était mince, vêtue d'un tailleur strict, un dossier à la main. Elle s'est présentée comme Sharon Miller, assistante sociale de l'hôpital. Mademoiselle Delroy, je comprends que vous ayez beaucoup de questions, a-t-elle commencé en s'asseyant sur une chaise près du lit. Je vais essayer de vous aider. Mon mari m'a dit qu'il avait demandé le divorce. Est-ce vrai? Sharon ouvrit le dossier et le feuilleta. Oui, les documents ont été déposés il y a 18 mois. Le divorce a été prononcé par le tribunal en votre absence, car vous étiez dans un état qui vous empêchait de participer à la procédure. Le tribunal a jugé cela justifié. Et l'héritage? Ma voix tremblait. Mon oncle est décédé, il m'a laissé de l'argent. Qu'en est-il? Sharon regarda à nouveau les papiers. L'héritage a été enregistré au nom de votre mari de l'époque en tant que représentant légal. L'avocate qui s'est occupée de l'affaire, elle trouva la feuille qu'elle cherchait, Greta Cale, elle a rempli tous les documents. Monsieur Crosby a eu accès au fonds en tant que votre mari est tuteur. Mais je me suis réveillée, m'écriai-je presque.
Je suis en vie, il n'a pas le droit. Mademoiselle Delroy, au moment de la signature des documents, vous étiez dans le coma depuis plus d'un an. Les pronostics médicaux étaient sombres. Le tribunal s'est basé sur les informations fournies par les médecins. Si vous estimez que vos droits ont été violés, vous devez consulter un avocat. Je n'ai pas les moyens de payer un avocat, et je dis en riant à travers mes larmes, je n'ai rien du tout. Même pas un mari qui s'est avéré être un étranger. Sharon est restée silencieuse, puis elle a sorti une autre feuille du dossier. Vous trouverez ici les coordonnées d'organisations qui fournissent une aide juridique gratuite. Vous pouvez essayer de les contacter. Elle posa le papier sur la table de chevet et partit. Je restais assise, le regard fixé sur le mur. 29 millions de dollars. Karl les avait pris, tous, et les avait dépensés pour une nouvelle vie. Sans moi, je passais les jours suivants à essayer de rassembler des informations. Vaiona me donna un vieil ordinateur portable dans la bibliothèque de l'hôpital. Internet fonctionnait lentement, mais fonctionnait. J'ai trouvé le profil de Karl sur les réseaux sociaux. Il ne cachait rien, des photos de sa nouvelle maison à 2 étages avec une piscine, deux voitures dans l'allée, une Ford Mustang et une Toyota Camry, des selfies devant l'enseigne Centre de service Crosby, réparation professionnelle d'équipements de réfrigération. Des photos avec Lila, ils s'embrassent, se serrent dans les bras, sourient. Sur l'une des photos, elle porte une robe de mariée, la date, il y a un an, en novembre. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis restée assise. Je suis sortie de l'hôpital une semaine plus tard. Les médecins ont dit que j'étais suffisamment rétablie pour poursuivre ma rééducation en ambulatoire. J'ai commencé à chercher du travail, n'importe quel travail, caissière, serveuse, femme de ménage. Mais qui embaucherait une femme qui a passé 2 ans dans le coma et qui tient à peine debout? On me refusait poliment ou on ne me rappelait tout simplement pas. Le peu d'argent qui me restait sur mon compte était sur le point de s'épuiser. 3 jours après ma sortie, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai hésité à décrocher, mais je l'ai fait. Chloé? Une voix féminine, douce, un peu nerveuse. C'est Lila, Lila Thorne. Je suis restée silencieuse. Je sais que tu ne veux pas me parler, a-t-elle poursuivi, mais je dois te voir, c'est important. Très important. Pourquoi ai-je finalement demandé? Il m'a dit une chose, mais il s'est avéré que c'était tout autre chose. Je pense que nous avons tous les deux besoin de connaître la vérité. Quelle vérité? Sur le passé, sur ce qu'il fait maintenant. Viens me voir, s'il te plaît. J'ai accepté, non pas parce que je lui faisais confiance, mais parce que je n'avais rien à perdre. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café à la périphérie de Columbus. Lila était déjà assise à une table près de la fenêtre quand je suis entrée. Elle avait l'air différente de ce que j'avais vu à l'hôpital, sans maquillage voyant, vêtue d'un simple t-shirt et d'un jean, les cheveux attachés en queue de cheval. Elle avait l'air fatiguée. Bonjour, m'a-t-elle dit lorsque je me suis assise en face d'elle. Bonjour. La serveuse s'est approchée, j'ai commandé un thé. Lila restait silencieuse, tournant entre ses mains une tasse de cappuccino à moitié vide. Je ne savais pas, dit-elle enfin, que tu étais sa femme, que tu étais dans le coma, qu'il était marié. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'il était divorcé, que sa femme l'avait quitté pour un autre, qu'il était seul et malheureux, elle a souri amèrement. Je l'ai cru, quelle idiote. Quand vous vous êtes rencontrés, il y a 1 an et 3 mois, dans le bar où je travaille, il est venu boire un verre après le travail, nous avons discuté, il était gentil, attentionné, il m'invitait à sortir, m'offrait des fleurs, je suis tombée amoureuse. Rapidement, peut-être trop rapidement. Au bout de 3 mois, il m'a demandé en mariage. J'ai dit oui, je me taisais, j'écoutais. Et j'ai découvert l'argent après le mariage, a poursuivi Lila. Par hasard, il avait laissé son ordinateur portable ouvert, j'ai vu son relevé bancaire. Des millions sur le compte. Je lui ai demandé d'où ça venait. Il m'a répondu que c'était son entreprise, qu'il avait gagné cet argent lui-même et que je ne devais pas me mêler de ses affaires. Et tu l'as cru? Non, elle m'a regardé dans les yeux. J'ai commencé à chercher des informations. J'ai trouvé une mention de toi, de l'accident, de l'héritage de ton oncle. J'ai compris qu'il avait pris ton argent. Et qu'as-tu fait? Elle a posé le papier sur la table de chevet et est partie. Je suis restée assise, les yeux fixés sur le mur. 29 millions de dollars, Karl les avait pris, tous, et les avait dépensés pour une nouvelle vie, sans moi. J'ai passé les jours suivants à essayer de rassembler des informations. Vaiona m'a aidé à trouver un vieil ordinateur portable dans la bibliothèque de l'hôpital. Internet fonctionnait lentement, mais fonctionnait. J'ai trouvé le profil de Karl sur les réseaux sociaux. Il ne cachait rien, des photos de sa nouvelle maison à 2 étages, avec une piscine, deux voitures dans l'allée, une Ford Mustang et une Toyota Camry. Des selfies devant l'enseigne Centre de service Crosby, réparation professionnelle d'équipements de réfrigération. Des photos avec Lila, ils s'embrassent, se serrent dans les bras, sourient. Sur l'une des photos, elle porte une robe de mariée. La date, il y a un an, en novembre. Mais en y regardant de plus près, Lila porte la même chose sur toutes les photos. Les mêmes boucles d'oreilles, le même bracelet, les sacs. Bon marché, acheté dans un magasin grand public. Les vêtements, pas mal, mais certainement pas de marque. Karl, quant à lui, porte une nouvelle montre, des chaussures chères, des chemises de marque. J'ai fermé mon ordinateur portable et je suis restée assise. Je n'ai pas pleuré. Les larmes s'étaient entaries 2 jours auparavant. Il ne restait plus qu'un vide. On m'a laissé sortir une semaine plus tard. Les médecins ont dit que j'étais suffisamment rétablie pour poursuivre ma rééducation en ambulatoire. On m'a donné les adresses de refuge pour femmes en difficulté. J'ai choisi le plus proche, à 20 minutes en bus. Une petite chambre pour 5 femmes, des lits superposés, une douche commune, ça sentait le renfermé et le désespoir. J'ai commencé à chercher du travail, n'importe quel travail, caissière, serveuse, femme de ménage,
Mais qui embaucherait une femme qui a passé 2 ans dans le coma et qui tient à peine debout? On me refusait poliment ou on ne me rappelait tout simplement pas. 3 jours après ma sortie de l'hôpital, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai hésité à décrocher, mais je l'ai fait. Chloé, une voix féminine, douce, un peu nerveuse. C'est Lila, Lila Thorne. Je suis restée silencieuse. Je sais que tu ne veux pas me parler, a-t-elle poursuivi. Mais je dois te voir, c'est important, très important. Pourquoi ai-je fini par demander? Il m'a dit une chose, mais en réalité, c'est tout autre chose. Je pense que nous avons tous les deux besoin de connaître la vérité. Quelle vérité? À propos de l'argent, à propos de la façon dont il l'a obtenu, à propos de ce qu'il fait actuellement, viens me voir, c'est tout. 1 heure, s'il te plaît, j'ai accepté. Non pas parce que je lui faisais confiance, simplement parce que je n'avais rien à perdre. Nous nous sommes retrouvés dans un petit café à la périphérie de Columbus, un endroit bon marché avec des tables en plastique et une odeur de vieux café. Lila était déjà assise à une table près de la fenêtre quand je suis entrée. Elle avait l'air différente de ce que j'avais vu à l'hôpital, sans maquillage voyant, vêtue d'un simple t-shirt et d'un jean, les cheveux attachés en queue de cheval. Elle avait l'air fatiguée. Bonjour, m'a-t-elle dit quand je me suis assise en face d'elle. Bonjour. La serveuse s'est approchée, j'ai commandé un thé. Lila restait silencieuse, tournant entre ses mains une tasse de cappuccino à moitié vide. Je ne savais pas, a-t-elle fini par dire, que tu étais sa femme, que tu étais dans le coma, qu'il était marié. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'il était divorcé, que sa femme l'avait quitté pour un autre, hein, qu'il était seul et malheureux. Elle a souri amèrement. Non, je l'ai cru. Quelle idiote. Quand vous êtes-vous rencontrés? Il y a 1 an et 3 mois, dans le bar où je travaille. Il est venu boire un verre après le travail, nous avons discuté. Il était gentil, attentionné. Il m'invitait à sortir, m'offrait des fleurs. Je suis tombée amoureuse. Rapidement, peut-être trop rapidement. Au bout de 3 mois, il m'a demandé en mariage. J'ai dit oui, je me taisais, j'écoutais. J'ai découvert l'argent après le mariage, a poursuivi Lila. Par hasard, il a laissé son ordinateur portable ouvert, j'ai vu son relevé bancaire, des millions sur son compte. Je lui ai demandé d'où venait cet argent. Il m'a répondu que c'était son entreprise, qu'il avait gagné cet argent lui-même et que je ne devais pas me mêler de ses affaires. Et tu l'as cru? Non, elle m'a regardé dans les yeux. J'ai commencé à chercher des informations. J'ai trouvé une mention de toi, de l'accident, de l'héritage de ton oncle. J'ai compris qu'il avait pris ton argent. Et qu'as-tu fait? Rien. Elle a haussé les épaules. Que pouvais-je faire? C'est mon mari. Je pensais qu'il avait peut-être vraiment dépensé une partie de l'argent pour ton traitement et que ça n'avait tout simplement pas marché. Peut-être qu'il n'est pas si mauvais. Et la vie est devenue plus facile, il me donnait de l'argent. Mais il y a un mais. Il contrôle chacun de mes gestes. Si j'achète un sac, je dois lui donner le ticket de caisse et lui expliquer pourquoi j'en ai besoin. Je vais dans un salon de beauté. C'est la crise. Moi, pourquoi dépenser de l'argent pour ça? J'achète une nouvelle robe, il pique une crise en disant que j'en ai déjà plein mon armoire. Et pourtant, lui, il s'achète tout ce qu'il veut. Une nouvelle montre à 5000, pas de problème. Un costume à 2500, facile. Et moi, je suis interrogée pour chaque petite dépense. Sa voix tremblait. Le mois dernier, j'ai acheté un sac, un beau sac en cuir pour 400 $. Ce n'est pas excessivement cher, il l'a vu et ça a commencé. Il a crié pendant une demi-heure. Il m'a traité de dépensière. Il a dit que je n'appréciais pas son travail et puis il l'a pris et l'a jeté à la poubelle. Juste comme ça, devant moi. Quel salaud. Je la regardais. Elle avait les larmes aux yeux. Je pensais qu'il était honnête, dit-elle doucement. Bon, je pensais que tout irait bien avec lui, mais il s'est avéré être un rustre et un menteur. Il a pris ton argent et maintenant il me tient en laisse, comme un chien. Et tu veux partir? Oui, dit-elle en s'essuyant les yeux, mais si je demande simplement le divorce, il fera en sorte que je n'obtienne rien. Il retire déjà chaque mois de grosses sommes d'argent de notre compte. Il dit que c'est pour son entreprise, mais je l'ai vu les cacher chez lui. Il se prépare, il est intelligent. Si je vais au tribunal maintenant, il transférera tout à quelqu'un d'autre, falsifiera les documents sur ses revenus et je me retrouverai sans rien. Elle a fait une pause, puis m'a regardé droit dans les yeux. C'est pourquoi je suis venue te voir. J'ai une proposition à te faire. Laquelle? Ai-je demandé, même si je m'en doutais déjà. Tu récupères ton héritage par voie judiciaire. Tu prouves que Karl l'a obtenu illégalement. Je t'aiderai, je te donnerai toutes les preuves que je pourrai trouver, les relevés bancaires, la correspondance avec cette avocate, Greta, tout. Sans moi, tu ne peux rien faire. Tu n'as pas accès à ces documents, tu n'as pas les moyens de payer un bon avocat. Lui, il en a et il peut se payer de très bons avocats. Elle parlait durement mais honnêtement. Et quand tu auras récupéré l'argent, continua Lila, tu me donneras la moitié. On partagera équitablement 14 millions et demi pour toi, 14 millions et demi pour moi. Je restais silencieuse, digérant ce que j'avais entendu. Sinon, dit Lila, tu te retrouveras sans rien. Après l'hôpital, je ne pense pas que tu aies beaucoup d'argent. Et je resterai avec lui et son contrôle jusqu'à la fin de ma vie, où je partirai et je n'obtiendrai rien. Nous avons tous les deux besoin de cet accord. Sans moi, tu ne rendras pas l'argent. Sans toi, je ne m'échapperai pas de cette cage. Elle se tut, attendant ma réponse. Je la regardais. Elle avait raison, je n'avais rien, aucune preuve, aucun argent, aucune possibilité. Les organisations juridiques gratuites ne se chargeraient probablement pas d'une affaire aussi complexe. Et même si elles le faisaient, sans preuve, ce serait une perte de temps. Lila avait accès à tout. Elle pouvait obtenir les documents. Elle pouvait m'aider. Mais le prix à payer était la moitié de l'héritage. 14 millions et demi, c'était quand même une somme énorme, plus que je n'avais jamais eu. Plus que ce dont j'avais besoin pour vivre normalement. Mais c'était mon argent. Mon oncle me l'avait laissé, pas à Karl, pas à Lila, à moi. Tu veux la moitié de ce qui ne t'appartient pas de droit, dis-je lentement.
Tu veux la moitié de mon héritage. Oui, répondit Lila sans détourner le regard. Je le veux, et sans moi tu n'auras rien, absolument rien, alors choisis 14 millions et demi de dollars ou 0 centime. Je fermais les yeux, les pensées se bousculaient dans ma tête. Karl, l'argent, 2 ans dans le coma, le refuge, pas de travail, pas d'avenir, j'ouvris les yeux et regardai Lila. D'accord, dis-je, la moitié, mais seulement si nous rendons vraiment l'argent. Si tes informations sont utiles, Lila a souri, non pas de joie, mais plutôt de soulagement. Elles seront utiles, je te le promets. Quand commençons-nous? Demain, Karl va partir pour une réunion avec les fournisseurs. Il sera absent pendant 4 heures. Je ferai des copies de tout ce que je trouverai. On se retrouve ici à 7 heures du soir. Elle s'est levée, a jeté son sac sur son épaule. Et Chloé a-t-elle dit doucement, sois prudente, il est dangereux. S'il apprend que je divulgue des informations, je ne sais pas ce qu'il fera. Alors garde tout secret, n'en parle à personne, à personne. Elle partit, je restai assise longtemps à regarder par la fenêtre. Le ciel s'assombrissait, un orage se préparait, je venais de conclure un accord avec la femme de mon ex-mari, avec une femme qui me connaissait à peine à l'école. Avec une femme qui veut la moitié de mon argent, mais je n'avais pas le choix. C'était la moitié ou rien. Je me suis levée et je suis sortie du café. J'avais beaucoup de travail devant moi. Je devais trouver un avocat, me préparer, attendre les preuves de Lila et espérer que ce n'était pas un piège. Le lendemain, j'attendais l'appel de Lila, assise dans la bibliothèque du refuge. Mon vieil ordinateur portable ronronnait comme un tracteur, mais il fonctionnait. Je cherchais des informations sur les avocats qui prenaient les affaires en échange d'un pourcentage sur les gains. La liste était courte, la plupart voulaient être payés d'avance et je n'avais même pas de quoi m'acheter un café. Le téléphone a sonné à 5 heures du soir. Chloé, j'ai tout fait, a dit Lila d'une voix tendue. On peut se voir plus tôt, à 6 heures. D'accord, au même café? Oui, à tout à l'heure. Elle a raccroché. J'ai fermé mon ordinateur portable et pris le bus. Je me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé la rue Columbus. Les gens rentrèrent du travail chez eux, auprès de leur famille, à leur vie normale. Et moi, j'allais rencontrer la femme qui était devenue l'épouse de mon mari pendant que j'étais dans le coma. Lila m'attendait déjà devant le café, debout dans la rue, fumant nerveusement. Quand elle m'a vue, elle a rapidement éteint sa cigarette et est entrée. Je l'ai suivie. Nous nous sommes assises à la même table près de la fenêtre. Lila a sorti une clé USB de son sac et l'a posée sur la table. Voici tout ce que j'ai pu trouver, a-t-elle dit doucement. Les relevés bancaires des 2 dernières années. La correspondance avec Greta Cahill, l'avocate qui s'occupait de l'héritage. Il y a des échanges où Karl discute avec elle de la manière d'accélérer les démarches administratives. Et il y a des virements, il lui a versé beaucoup plus que les honoraires habituels. Je pris la clé USB et la serrai dans ma main. Tu es sûr qu'il n'a rien remarqué? Tout à fait sûr. Il était sous la douche quand j'ai copié les fichiers. J'ai tout remis à sa place, il ne se doute de rien. Et comment as-tu eu accès à son ordinateur portable? Il laisse protégé par un mot de passe. Lila a souri tristement. Je connais tous ces mots de passe. Il les note dans un carnet qu'il garde dans le tiroir de son bureau. Il pense que je ne le sais pas, mais je sais tout. J'ai hoché la tête. Merci, ça peut vraiment m'aider. Ne me remercie pas, répondit Lila. Souviens-toi simplement de notre accord. Elle se leva sans même commander de café. Je dois y aller, il va bientôt rentrer. S'il se doute de quelque chose, tout sera fichu. Elle partit. Je restai assise quelques minutes, la clé USB à la main, puis je suis retournée au refuge et j'ai passé toute la soirée à consulter les fichiers sur l'ordinateur de la bibliothèque. Tout y était. Les relevés bancaires montraient que Karl avait eu accès à l'héritage 6 mois après mon accident. La correspondance avec Greta Cahill, dans laquelle elle lui expliquait comment remplir les documents judiciaires en utilisant son statut de mari légal. Et il y avait une lettre datée du mois d'août, un an après l'accident. Karl, j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Les documents sont en règle, le tribunal vous a reconnu comme tuteur, l'argent est sur votre compte. J'espère que notre collaboration a été fructueuse. Merci pour votre générosité. 300 000, c'est plus que ce à quoi je m'attendais. J'ai imprimé les documents les plus importants et le lendemain matin, je suis partie à la recherche d'un avocat. Rustin Stonebridge avait son bureau dans un vieil immeuble du centre-ville de Columbus, une petite plaque sur la porte, 2 étages à monter. Je suis montée en haletant, ma jambe me faisait encore mal après le coma. J'ai frappé. Entrez, a répondu une voix masculine. J'ai ouvert la porte. Derrière le bureau était assis un homme d'une cinquantaine d'années, chauve, vêtu d'une chemise froissée, avec des lunettes sur le nez. Il avait l'air fatigué, mais ses yeux étaient attentifs. Comment puis-je vous aider demanda-t-il en me montrant une chaise en face de lui. Je m'assis et lui racontai tout. L'accident, le coma, Karl, l'héritage. Je lui montrai les documents imprimés. Rustin écouta en silence, hochant parfois la tête. C'est une affaire compliquée, dit-il lorsque j'eus terminé, mais intéressante. Vous avez des preuves qu'il a versé des pots de vin à l'avocate pour accélérer la procédure, c'est déjà quelque chose. Le problème, c'est que, formellement, il a agi dans le respect de la loi. En tant que mari à ce moment-là, il avait le droit d'être tuteur. Mais je me suis réveillée, murmurai-je. Je suis en vie. Oui, et c'est notre atout. Nous pouvons prouver que les pronostics médicaux étaient rendus prématurés, qu'il n'a pas attendu d'avoir des informations réelles sur votre état, qu'il était pressé de toucher l'argent. Rustin me regarda par-dessus ses lunettes. Mais vous devez comprendre, il va engager des avocats coûteux. Ils vont vous attaquer, ils diront que vous êtes mentalement instable après votre traumatisme, que vous inventez des choses, qu'on ne peut pas vous croire. Je sais, répondis-je, mais je veux essayer. Rustin acquiesça. D'accord, je prends l'affaire. Mes honoraires s'élèvent à 20% du montant que nous obtiendrons. Si nous perdons, vous ne payez rien, d'accord? 20%. Sur les 14 millions et demi qui resteront après l'accord avec Lila, cela représente près de 3 millions. Mais nous n'avions pas le choix.
D'accord, dis-je, nous avons signé le contrat. Rustine a dit qu'il préparerait la plainte et la déposerait au tribunal dans la semaine. Je suis retournée au refuge avec un sentiment proche de l'espoir. Un espoir mince, fragile, mais un espoir tout de même. 2 semaines plus tard, nous avons déposé la plainte. Karl a reçu la notification. Lila m'a rapporté qu'il avait piqué une véritable crise à la maison. Il jetait des objets, criait que cette femme folle voulait le détruire. Il a engagé le cabinet d'avocats Caldwell Partner, l'un des plus chers de l'État. La guerre a commencé. Les avocats de Karl ont envoyé une réponse à la plainte. Ils affirmaient que Chloé Delroy souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique après son coma, que ses souvenirs et sa perception de la réalité étaient altérés, qu'elle n'était pas en mesure d'évaluer correctement la situation, que Carl Crosby avait agi exclusivement dans son intérêt, dépensant une partie importante de son héritage pour ses soins médicaux et sa rééducation. Rustin m'a montré ces documents. Je les ai lus et je n'en croyais pas mes yeux. Il mentait, Carl n'avait pas dépensé un centime pour mes soins, tout était pris en charge par l'assurance, mais ils avaient fourni de faux chèques, des reçus, des documents concernant de soi-disant spécialistes privés qu'il aurait engagés pour moi. Ils vont salir votre réputation, m'a dit Rustine. Préparez-vous. Le mois suivant, la première audience préliminaire a eu lieu. Je suis arrivée au tribunal vêtue d'un vieux jean et d'un simple t-shirt. Je n'avais rien d'autre. Karl était assis de l'autre côté de la salle, vêtu d'un costume coûteux, entouré de 3 avocats. Il ne m'a même pas regardé, le juge a entendu les deux parties et a ordonné une expertise médicale et psychologique. Je devais passer des tests pour prouver que j'étais mentalement saine et capable de percevoir la réalité de manière adéquate. J'ai passé tous les tests. La psychologue, une femme d'un certain âge à la voix douce, posait des questions et notait les réponses. 2 semaines plus tard, le verdict est tombé. La patiente présente un niveau normal de fonction cognitive. Aucun signe de trouble mental n'a été détecté, capable de prendre des décisions de manière autonome. C'était notre première victoire, mais Karl n'abandonnait pas. Ses avocats ont commencé à creuser plus profondément. Ils ont trouvé des témoins, des personnes qui auraient vu que je me comportais bizarrement à l'hôpital. Une infirmière qui a déclaré que je criais la nuit et ne reconnaissait pas les gens. Tout cela était faux ou constituait une déformation des faits. Oui, j'ai crié plusieurs fois la nuit à cause de la douleur et des cauchemars, mais c'est normal pour une personne qui est de rester 2 ans dans le coma. Rustin s'est battu, il a appelé d'autres infirmières et médecins qui ont témoigné en ma faveur. Il a appelé Vaiona Dupre. Elle a raconté que Karl n'était venu me voir que 3 fois pendant la première année, puis avait complètement disparu. Puis Lila m'a transmis un autre fichier. Nous nous sommes retrouvés dans le même café. Il me soupçonne, m'a-t-elle dit simplement. Hier, il est rentré à la maison et a commencé à fouiller dans mes affaires. Il a regardé mon téléphone. J'ai eu le temps de supprimer tous tes messages, mais il sent quand même quelque chose. Peut-être qu'il vaut mieux arrêter, lui ai-je demandé. S'il l'apprend, non, m'a-t-elle interrompu fermement. Je n'arrêterai pas, je veux m'en sortir, je veux ma part. Elle posa une autre clé USB sur la table. Il y a ici la correspondance avec son comptable. Il se prépare à transférer une partie de ses actifs à des sociétés écrans. Il se prépare à perdre le procès. Il veut cacher l'argent pour qu'on ne puisse pas le lui prendre. Je pris la clé USB. Comment as-tu obtenu ça? Il a laissé son ordinateur portable ouvert quand il est allé dans la cuisine. J'ai eu une minute. J'ai copié le dossier et c'est tout. Mais Chloé, elle me regarda dans les yeux. Il devient fou. Hier soir, il est rentré ivre. Il s'est mis à crier que quelqu'un divulguait des informations, que quelqu'un l'aidait et que lorsqu'il découvrirait qui c'était, il regretterait d'être né. Sa voix était calme, mais ses yeux brillaient de colère. Et tu sais ce que j'ai fait? Quoi? Je l'ai soutenu. Je lui ai dit que les traîtres méritèrent d'être punis, qu'il fallait trouver ce salaud et le punir, que je l'aiderais moi-même si je découvrais qui c'était, que ces gens méritèrent le châtiment divin. Elle a ri brièvement, presque joyeusement. Il m'a cru, il m'a prise dans ses bras, m'a embrassée, m'a dit que j'étais la seule personne en qui il avait confiance, et je suis restée là à penser, quel crétin. Je suis restée silencieuse, ne sachant pas quoi dire. Je n'ai pas peur de lui, a poursuivi Lila calmement. Il pense que je suis faible, que je dépends de lui. Mais je suis plus forte qu'il ne le pense, et je vais le prouver. Elle s'est levée. Transmettez ces fichiers à votre avocat, cela devrait vous aider, et elle est partie sans se retourner. J'ai donné la clé USB à Rastin, il a parcouru les fichiers et a sifflé. C'est de l'or, a-t-il dit. Il se prépare à cacher ses actifs. C'est une preuve de mauvaise intention. Nous pouvons utiliser cela au tribunal. Nous avons déposé des documents supplémentaires. Le tribunal a ordonné une expertise financière pour vérifier où Karl transférait l'argent. Les experts ont découvert des sociétés fictives, des comptes au nom d'autres personnes, des retraits en espèces de montants importants sans explication. Karl commençait à perdre. Un soir, Lila m'a appelé. Sa voix était normale, mais ses paroles m'ont alarmée. Chloé, écoute-moi attentivement. Karl a engagé un détective privé. Il veut trouver celui qui divulgue des informations. Le détective a déjà interrogé plusieurs personnes du bureau. Pour l'instant, Karl soupçonne l'un de ses employés, mais tôt ou tard, il s'en prendra à moi. Il faut agir vite. Que veux-tu dire? Il faut mettre fin au procès. La prochaine audience doit être la dernière. Ton avocat doit jouer toutes ses cartes d'un coup, toutes les preuves, tous les témoins, tout. Car si Karl apprend mon existence avant, il détruira tout ce que j'ai rassemblé. Il falsifiera les dates, supprimera les fichiers, dira que ce sont des faux, et nous perdrons. Rustine dit que l'affaire peut encore durer des mois. Dis-lui que nous n'avons pas des mois, l'interrompit Lila, nous avons des semaines.
Peut-être même des jours. Karl est intelligent, il comprendra, et alors il sera trop tard. Elle a raccroché, je suis immédiatement allée voir Rustine. Je lui ai parlé du détective, du danger qui pesait sur Lila, de la nécessité d'agir rapidement. Rustine s'est gratté la nuque. Je peux essayer d'accélérer le processus, demander au juge une audience d'urgence. Je dirais qu'il existe des preuves de dissimulation d'actifs et que cela nécessite un examen urgent. Mais c'est un risque, nous devons être prêts à 100%. Si quelque chose tourne mal, il n'y aura pas de deuxième chance. Combien de temps nous faut-il? 2 semaines pour nous préparer, puis l'audience, une seule, finale, soit nous gagnons, soit nous perdons. J'ai acquiescé. Allez-y, les 2 semaines suivantes ont été les plus difficiles. Rustine préparait les documents, convoquait les témoins, rassemblait chaque détail. Je ne dormais presque pas, je vérifiais constamment mon téléphone, attendant un message de Lila. Elle écrivait rarement, brièvement. Tout va bien, je tiens le coup. Le détective n'est pas encore venu me voir. Karl est nerveux, mais il ne se doute de rien pour l'instant. Puis, 3 jours avant l'audience finale, j'ai reçu un message qui m'a fait froid dans le dos. Le détective est venu à la maison, il a parlé à Karl dans son bureau, je l'ai écouté, il a dit que quelqu'un à l'intérieur divulguait des informations, quelqu'un qui a accès aux dossiers personnels. Karl dresse une liste de suspects. Je ne suis pas encore sur la liste, mais ce n'est qu'une question de temps. Il faut mettre fin à tout cela immédiatement. J'ai envoyé un message à Rustine, il a répondu: l'audience est dans 3 jours, soyez prête, c'est notre seule chance. J'étais assise dans la chambre du refuge, regardant le ciel sombre par la fenêtre. 3 jours. Dans 3 jours, soit je récupère mon héritage, soit je perds tout. Et Lila perdra aussi, et Karl gagnera. J'ai serré les poings. 3 jours, nous devons tenir encore 3 jours. Le matin de l'audience, je me suis réveillée à 5 heures. Je n'avais presque pas dormi de la nuit, me tournant et me retournant dans le lit étroit du refuge, écoutant ma voisine de chambre ronfler, regardant le plafond. J'avais mal à la tête et mon cœur battait comme si j'avais couru un marathon. Je me suis levée, je me suis lavée à l'eau froide dans la salle de bain commune, j'ai enfilé les seuls vêtements plus ou moins décents que je possédais, un pantalon sombre et un chemisier clair que j'avais acheté dans une friperie pour 5 $. Je me suis regardée dans le miroir. Mon visage était pâle, j'avais des cernes sous les yeux, les cheveux tirés en queue de cheval, j'avais l'air d'avoir 30 ans alors que je n'en avais que 25. À 7 heures du matin, j'étais déjà devant le palais de justice. Rustine est arrivé 15 minutes plus tard. Il est sorti de la voiture avec un porte-documents rempli de dossiers. Tu es prête? M'a-t-il demandé. Non, ai-je répondu honnêtement. Mais je n'ai pas le choix. Il a hoché la tête. Tout se joue aujourd'hui. J'ai mis toutes les cartes sur table. Si le juge nous écoute, nous gagnerons. Sinon, il n'a pas terminé sa phrase. Nous sommes entrés. La salle d'audience était petite, avec des bancs en bois et une haute tribune pour le juge. Karl était déjà assis à sa place, vêtu d'un costume bleu foncé coûteux, avec 3 avocates à ses côtés. Il m'a regardé et j'ai vu dans ses yeux une haine froide. Je me suis assise à côté de Rustine, mes mains tremblaient, je les serrais l'une contre l'autre pour que cela ne se remarque pas. À 9 heures, le juge entra, un homme d'une soixantaine d'années, aux cheveux gris et au visage sévère. L'audience dans l'affaire Delroy contre Crosby est ouverte, annonça-t-il. Les parties sont-elles prêtes? Les 2 avocats confirmèrent. Rastin se leva. Votre honneur, nous avons la preuve que le défendeur, M. Karl Crosby, s'est approprié de manière délibérée et frauduleuse l'héritage de ma cliente alors qu'elle était dans le coma à la suite d'un accident de voiture. Nous prouverons qu'il était au courant de cet héritage avant même de l'épouser, qu'il s'est empressé de remplir les documents sans attendre les pronostics médicaux réels et qu'il a versé des pots de vin à l'avocate pour accélérer le processus. Rustine a commencé méthodiquement. Il a montré des relevés bancaires prouvant que Karl avait reçu l'argent 6 mois après mon accident. Il a montré la correspondance avec Greta Cale où l'accélération du processus était discutée. Il a montré les virements bancaires, 300 000 $ de primes après la conclusion de l'affaire. Hollis a protesté, c'est une pratique courante. Les avocats reçoivent des primes pour la conclusion réussie d'affaires complexes. Mais Rustin n'a pas abandonné, il a fait appel à un expert financier qui a confirmé que 300 000 $, c'était une somme trop importante pour une telle affaire, que cela ressemblait à un pot de vin. Puis Rustin a appelé l'infirmière Vaiona Dupre. Mademoiselle Dupre, a commencé Rustine, vous avez soigné Chloé Delroy pendant son coma, n'est-ce pas? Oui, a-t-elle répondu, pendant toute la durée, 2 ans et 4 mois. À quelle fréquence son mari, Karl Crosby, venait-il la voir? Vaiona regarda Karl, puis moi. La première année, il est venu 3 fois. Une fois juste après l'accident, puis 2 autres fois au cours des mois suivants. Après cela, il n'est plus revenu du tout. Un murmure parcourut la salle, le juge frappa son marteau. Silence, Rustine poursuivit. Avez-vous déjà entendu des propos étranges de sa part? Wayona resta silencieuse, puis elle acquiesça. Oui, une fois, environ 8 mois après l'accident, il se tenait devant la chambre de Chloé et parlait au téléphone. Je marchais dans le couloir et je l'ai entendu dire: si elle meurt, tout sera beaucoup plus simple. Peut-être ne devrions-nous pas nous acharner autant sur le traitement. À l'époque, j'ai pensé qu'il était simplement fatigué, que c'était du désespoir. Mais maintenant que j'ai pris connaissance du dossier, Karl se leva brusquement. C'est un mensonge, je n'ai jamais dit ça. Le juge frappa son marteau. Monsieur Crosby, asseyez-vous. Vous aurez l'occasion de témoigner plus tard. Karl s'assit, mais son visage était rouge de colère. Hollis commença son contre-interrogatoire. Mademoiselle Dupré, êtes-vous sûre d'avoir bien entendu? Peut-être vous êtes-vous trompée? J'en suis sûre, répondit calmement Wayona.
Je me souviens très bien de ce jour-là. Rustine appela le témoin suivant et Lila entra dans la salle. Elle portait une robe sombre, toute simple, n'était pas maquillée et avait les cheveux attachés en chignon. Elle semblait plus jeune que d'habitude et très sérieuse. Karl l'aperçut et se figea. Son visage changea d'expression, d'abord la surprise, puis la colère, puis quelque chose qui ressemblait à de la panique. Que fait-elle ici murmura-t-il à son avocat. Hollis lui murmura quelque chose en réponse, mais Karl fit un geste de la main pour lui signifier qu'il n'avait pas entendu. Lila s'assit à la place des témoins et prêta serment. Rastin commença. Mademoiselle Thorne, êtes-vous mariée à Monsieur Crosby? Oui, répondit-elle. Quand vous êtes-vous rencontrés? Il y a 1 an et 3 mois, dans le bar où je travaille, il m'a dit qu'il était divorcé, que sa femme l'avait quitté pour un autre, je l'ai cru. Et quand avez-vous appris la vérité? Après le mariage, j'ai vu par hasard un relevé bancaire. Il y avait des millions. Je lui ai demandé d'où venait cet argent. Il m'a répondu que c'était son entreprise. Mais j'ai commencé à chercher des informations. J'ai trouvé une mention de Chloé Delroy, un accident, un héritage. J'ai compris qu'il avait pris l'argent de sa femme, qui était dans le coma. Et qu'avez-vous fait? Au début, rien, j'avais peur, mais ensuite j'ai vu qui il était vraiment. Il contrôle chacun de mes gestes, fait des scandales pour chaque achat, jette mes affaires, crie, m'humilie. J'ai compris qu'il n'était pas celui qu'il prétendait être. Karl a explosé, il s'est levé d'un bond, pointant Lila du doigt. Tu n'es qu'une salope vendue, tu t'es ligué avec elle. Combien t'a-t-elle payé? Combien? Le juge a frappé son marteau avec force. Monsieur Crosby, encore un cri comme celui-là et je vous expulserai de la salle. Hollis a attrapé Karl par le bras et l'a forcé à s'asseoir. Karl respirait difficilement, son visage était rouge. Hollis commença son contre-interrogatoire, essayant de discréditer Lila. Il lui demanda si elle voulait l'argent pour elle-même. Si elle s'était entendue avec Chloé pour s'enrichir. Lila répondit calmement. Je veux que la vérité soit révélée. Chloé mérite son argent et Karl mérite d'être puni. Hollis n'a pas réussi à la faire craquer. Elle était sûre d'elle, cohérente, et les documents fournis précédemment parlaient d'eux-mêmes. Puis Rustine a appelé le dernier témoin et un vieil homme d'environ 70 ans est entré dans la salle, vêtu d'une veste usée et tenant un dossier dans ses mains. Présentez-vous, s'il vous plaît, dit Rustine. Walter Grimshaw, détective privé, j'ai travaillé pour Robert McGregor, l'oncle de Chloé Delroy. Des chuchotements se firent à nouveau entendre dans la salle. Monsieur Grimshaw, que faisiez-vous exactement pour Monsieur McGregor? Il m'a engagé 2 mois avant sa mort. Il m'a demandé de trouver des informations sur sa nièce Chloé. Il voulait lui laisser un héritage, donc il voulait s'assurer qu'elle allait bien, que tout allait bien pour elle. J'ai commencé mon enquête. Et qu'avez-vous découvert? Walter ouvrit son dossier. J'ai découvert que Chloé venait de se marier avec Carl Crosby. J'ai commencé à chercher des informations sur lui et j'ai découvert une chose intéressante. 6 mois avant leur mariage, Carl avait rencontré un ami qui travaillait dans le cabinet d'avocat de Harrison Finch, l'avocat de Robert McGregor. Cet ami, Tim Weldon, a dit à Carl que Robert McGregor prévoyait de laisser un gros héritage à sa nièce. J'ai senti mon souffle se couper. Carl était au courant. Il savait avant le mariage. J'ai le témoignage de Tim Weldon, a continué Walter. Il a confirmé avoir parlé à Karl de l'héritage. Karl lui a alors demandé le nom de la nièce et où elle vivait. Et 1 mois plus tard, il rencontrait déjà Chloé. Rustine prit le dossier et le tendit au juge. Votre honneur, voici le témoignage écrit de Monsieur Weldon, certifié par un notaire. Le juge prit le dossier et commença à le lire. Karl restait immobile, le visage gris. Walter poursuivit. J'ai également découvert autre chose. Le jour de l'accident de Chloé, j'ai interrogé les témoins qui se trouvèrent sur place. 2 d'entre eux ont vu Carl Crosby se tenir près du lieu de l'accident avant même l'arrivée de l'ambulance. Il se tenait de l'autre côté de la rue et parlait au téléphone. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait besoin d'aide, il a répondu que l'ambulance était déjà en route. Mais en réalité, il n'a appelé les secours que 23 minutes après l'accident. J'ai les enregistrements des appels. Un silence complet s'est abattu sur la salle. J'ai senti des larmes couler sur mes joues. Il a attendu. Carl est resté là à attendre que je meure. Hollis a essayé de nier, disant que c'était des suppositions, qu'il n'y avait aucune preuve. Mais Rustine a fourni les enregistrements des appels, les témoignages des témoins, tout est documenté. Le juge Kinner était assis en silence, regardant les papiers. Puis il regarda Karl. Monsieur Crosby, avez-vous quelque chose à dire? Karl se leva, ses mains tremblaient. Tout ça, tout ça, ce sont des mensonges. Ils ont comploté contre moi. Cette femme, dit-il en me montrant du doigt, elle veut me détruire. Et Lila, il se tourna vers elle. Tu m'as trahi, tu t'es vendu pour de l'argent. Lila le regarda calmement. Je ne me suis pas vendu, j'ai simplement cessé de croire à tes mensonges. Le juge frappa son marteau. Assez, j'ai entendu les deux parties, j'ai suffisamment d'informations pour prendre une décision. Il fit une pause, regarda toutes les personnes présentes. L'affaire de Monsieur Crosby me préoccupe sérieusement. Premièrement, il est prouvé qu'il était au courant de l'héritage avant son mariage avec mademoiselle Delroy. Cela indique un motif intéressé. Deuxièmement, il s'est empressé de remplir les documents alors que mademoiselle Delroy était dans le coma, sans attendre les prévisions médicales réelles concernant son état. Troisièmement, il a payé à l'avocate un montant bien supérieur aux honoraires habituels, ce qui laisse supposer un pot de vin. Quatrièmement, mademoiselle Delroy n'a pas donné son consentement au divorce, car elle était dans un état inconscient. Enfin, monsieur Crosby n'a pas dépensé un centime pour son traitement, bien qu'il ait affirmé le contraire. Le juge regarda Karl droit dans les yeux. Compte tenu de tous ces faits, je rends le jugement suivant. Le mariage entre Chloé Delroy et Carl Crosby est déclaré nul pour cause de fraude.
L'héritage de 29 millions de dollars doit être restitué dans son intégralité à mademoiselle Delroy. Tous les biens acquis par monsieur Crosby grâce à ces fonds sont susceptibles d'être confisqués et vendus afin de rembourser l'argent. Karl pâlit. De plus, a poursuivi le juge, le mariage entre monsieur Crosby et Lila Thorne est également déclaré nul car au moment de la conclusion de ce mariage, le premier mariage n'avait pas été officiellement dissous. Lila restait immobile, sans émotion. Et enfin, a déclaré le juge en regardant Karl d'un air froid, je transmets le dossier à la procureure afin qu'elle engage des poursuites pénales contre monsieur Crosby pour fraude, falsification de documents, appropriation de biens appartenant à autrui et suspicion de non-assistance à personne en danger. La procureure devrait également s'intéresser à l'avocate Greta Kiel qui a participé à cette affaire. Il frappa avec son marteau. L'audience est levée. Karl se tenait debout, tremblant. Ses avocats lui disaient quelque chose rapidement, mais il n'écoutait pas. Il me regardait et dans ses yeux, il y avait quelque chose qui ressemblait à de l'horreur. Je me suis levée, mes jambes tremblaient, mais je suis restée debout. Rustine a posé sa main sur mon épaule. Tu as gagné, a-t-il dit doucement. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Lila s'est approchée de moi, nous nous tenions là, côte à côte, deux femmes trompées par le même homme. La moitié, a-t-elle murmuré. Tu te souviens? Je me souviens, ai-je répondu. Elle a hoché la tête et s'est éloignée. Karl lui cria quelque chose, mais elle ne se retourna pas. Je sortis du tribunal et me retrouvai dans la rue. Le soleil brillait, il faisait chaud. Je me tenais sur les marches, respirant l'air, et je n'arrivais pas à croire que tout était fini. Un mois plus tard, Karl fut arrêté. Il fut inculpé de plusieurs chefs d'accusation. Le procès fut bref, les preuves étaient irréfutables. Il fut condamné à 10 ans de prison. Greta Kiel fut également arrêtée et risquait 5 ans pour complicité de fraude. Je me tenais dans la salle d'audience et le regardais être emmené menotté. Il se retourna et me regarda une dernière fois, et je n'ai pas vu de colère dans ses yeux, mais de la peur. Il avait peur. Enfin, je suis sortie du tribunal. Lila m'attendait à l'entrée, fumant une cigarette, regardant la route. Bon, a-t-elle dit quand je me suis approchée. Il est temps de régler nos comptes. J'ai hoché la tête. La moitié, comme convenu. Elle a tiré une bouffée et a écrasé sa cigarette. Tu sais, je pensais que tu allais essayer de me tromper, me dire que les avocats trouveraient un moyen de ne pas payer ou une autre connerie du genre. Je ne suis pas comme Karl, ai-je répondu. Lila sourit. Peut-être, ou peut-être que tu es simplement plus intelligente. Elle se dirigea vers sa vieille voiture, elle se retourna un instant. À bientôt. Et elle partit. Je restais seule dans la rue déserte. J'avais gagné le procès. J'avais récupéré l'argent. Mais pour une raison quelconque, je ne ressentais aucun triomphe, seulement de la fatigue. Et une question, et maintenant, que faire de tout cela? Le remboursement s'est avéré plus long que je ne le pensais. Karl avait déjà dépensé environ 5 millions, en partie pour la maison, en partie pour les voitures, en partie pour l'entreprise. Le reste a dû être récupéré en vendant ses biens. La maison a été mise aux enchères, les voitures aussi, l'entreprise a été fermée et l'équipement vendu. Tout cela a pris près de 4 mois. Lorsque l'argent a enfin été versé sur mon compte, j'étais assise dans le bureau de Rustine et je regardais le relevé bancaire. 24 millions de dollars. Pas 29 comme prévu initialement, mais quand même plus que je n'avais jamais vu. Rustine a reçu ses 20%, soit près de 5 millions. Il méritait chaque centime, il restait près de 20 millions. Je devais en donner la moitié à Lila. Nous nous sommes retrouvés à la banque. Lila est devenue en jeans et t-shirt simples, sans maquillage, avec un sac en bandoulière. Elle semblait calme, voire indifférente. Nous nous sommes assises dans le bureau privé du directeur. J'ai signé les documents pour transférer 9 millions et demi sur son compte. Le directeur a tapé quelque chose sur son ordinateur, puis a dit: c'est fait, l'argent sera sur votre compte dans 1 heure. Lila a hoché la tête. Merci. Elle s'est levée, a mis son sac en bandoulière, elle m'a regardée. Maintenant, nous sommes quittes, a-t-elle dit simplement. Je t'ai aidé, tu m'as payé, tout est honnête. Oui, ai-je acquiescé. Elle s'est dirigée vers la porte, mais s'est arrêtée sur le seuil. Tu sais, je pensais que je ressentirais quelque chose de spécial quand je recevrais l'argent. De la joie, du triomphe, n'importe quoi. Mais je me sens juste soulagée, que tout soit fini. Moi aussi, répondis-je doucement. Lila sourit légèrement. Au revoir, Chloé. Au revoir. Elle partit. Je suis restée assise quelques minutes de plus à regarder par la fenêtre. Notre alliance de convenance était terminée, nous avions toutes les deux obtenu ce que nous voulions et maintenant nos chemins se séparaient. Le mois suivant, Lila a déménagé dans l'Oregon. Elle m'a envoyé un petit message. J'ai acheté une maison, elle est petite, mais c'est la mienne. Je vais ouvrir un salon de beauté, j'en ai toujours rêvé. Je lui ai répondu. Félicitations, bonne chance. Et je suis partie pour Maine. Mon oncle Robert vivait dans la petite ville de Booth Bay Harbor, sur la côte. J'ai trouvé son ancienne maison, une maison en bois à 2 étages, avec vue sur l'océan. Les propriétaires la vendaient pour 200 000 dollars. Je l'ai achetée sans négocier. La maison avait besoin d'être rénovée. J'ai engagé une équipe qui a travaillé pendant 2 mois. Ils ont changé le toit, repeint les murs et réparé la véranda. Je venais chaque semaine pour voir comment les travaux avançaient. Le reste du temps, je faisais de la physiothérapie. Ma jambe me faisait encore mal après le coma. Je pouvais à peine marcher 1 kilomètre sans m'arrêter. Mais le kinésithérapeute, un jeune homme nommé Austin, m'a dit que c'était normal après un tel traumatisme. L'essentiel était de ne pas abandonner. Je n'ai pas abandonné. J'ai marché, fait des exercices, enduré la douleur et petit à petit, mon corps a retrouvé sa force.
Un an plus tard, j'ai ouvert un centre de recherche. Il était petit, juste un bâtiment près du quai, avec un laboratoire et un bureau. J'ai embauché deux jeunes scientifiques, Emma et Jason, tous deux fraîchement diplômés et désireux de travailler. Nous avons étudié les populations de homards dans la baie et l'impact du changement climatique sur leur comportement. C'était ce dont je rêvais à l'université avant l'accident. Mon travail m'absorbait complètement. Je me levais tôt, j'allais au quai et j'y passais toute la journée. Emma et Jason étaient enthousiastes et proposaient sans cesse de nouvelles idées. Nous écrivions des articles, soumettions des demandes de subventions, communiquions avec les pêcheurs locaux. Ma vie avait enfin retrouvé un sens. Parfois, Lila m'écrivait de courts messages, une fois tous les mois ou tous les 2 mois. Comment ça va? Le salon marche bien, j'ai déjà 3 employés. Tu as goûté les croissants? Les délices parisiens sont impressionnants. Je suis allée une semaine en France. Je répondais tout aussi brièvement. Tout va bien, le centre se développe. Félicitations pour ton succès. J'adore les croissants, mais je n'ai jamais mangé ceux de Paris. C'était étrange. Nous n'étions pas amis, mais nous n'étions pas non plus des étrangères. Quelque chose entre les deux. Des femmes qui ont traversé des épreuves ensemble et qui en sont sorties vivantes. Un soir, un an après l'ouverture du centre, je me tenais sur le quai et regardais le coucher du soleil. Le ciel était rouge-orange, l'océan bleu foncé, presque noir. Le vent soufflait de la mer apportant une odeur de sel et d'algues. Je pensais aux 2 années que j'avais perdues dans le coma, à l'obscurité, au vide. Avais-je rêvé? Avais-je entendu des voix? Je ne le saurais jamais. Ces 2 années ont disparu comme si elles n'avaient jamais existé, mais quand je me suis réveillée, le monde était différent. Karl n'était pas celui que je croyais. L'argent qui devait être le mien m'avait été pris. La vie que j'avais planifiée avait disparu, et moi aussi j'étais différente, car je ne crois plus aux contes de fées. Je ne crois pas que les gens agissent simplement par sincérité. Chacun agit selon ses propres motivations. Lila ne m'a pas aidée par compassion, elle voulait de l'argent. Rustine ne s'est pas engagée par bonté, il voulait toucher des intérêts. Même Wayona, l'infirmière, a témoigné au tribunal, peut-être parce qu'elle voulait que justice soit faite. Ou peut-être simplement parce qu'elle n'aimait pas Karl. Et c'est normal, les gens ne sont pas des saints, ils vivent, survivent, font ce qu'ils pensent être bon pour eux. L'important, c'est de le comprendre, ne pas attendre d'eux plus qu'ils ne peuvent donner. Lila a pris des risques pour l'argent, mais elle a pris des risques. Et sans elle, je n'aurais pas gagné. Parfois, le salut ne vient pas des saints. Parfois, il vient de personnes qui veulent simplement s'échapper d'un piège. Je me suis retournée. Derrière moi se trouvait la maison de l'oncle Robert, ma maison désormais. La lumière brillait aux fenêtres. La balancelle que j'avais achetée la semaine dernière se balançait sur la véranda. C'était ma maison, mon endroit, ma vie. Je me suis dirigée vers la maison, je suis montée sur la véranda et je me suis assise dans le fauteuil. J'ai sorti mon téléphone, j'avais reçu un nouveau message de Lila. Salut, je pensais à toi, comment vont tes homards? J'ai souri et j'ai répondu. Les homards vont très bien, comment va ton salon? La réponse est arrivée presque immédiatement. On s'agrandit, je pense en ouvrir un deuxième. Tu viendras peut-être un jour, je te coifferai gratuitement. J'ai réfléchi un instant, pourquoi pas? J'ai posé mon téléphone sur mes genoux et j'ai regardé l'océan. Les vagues déferlaient sur le rivage les unes après les autres, sans fin. Quelque part, au-delà de l'horizon, il y avait un monde vaste et imprévisible. Mais ici, sur ce quai, dans cette maison, j'étais en sécurité, j'avais perdu 2 ans de ma vie, j'avais perdu un mari que je n'avais jamais vraiment connu. J'avais perdu mes illusions sur le bien et la justice, mais j'avais trouvé autre chose, la compréhension, la force et l'argent qui m'a donné la liberté de faire ce que j'aime. Ce n'est pas un conte de fées avec une fin heureuse, c'est simplement la vie, ma vie, et elle m'appartient enfin à nouveau. Je me suis levée de ma chaise et je suis rentrée dans la maison. Demain, ce sera à nouveau le travail, les recherches, les réunions. Mais aujourd'hui, c'est simplement le silence, l'océan et la tranquillité. J'ai fermé la porte, éteint la lumière. Dehors, la nuit tombait, et pour la première fois depuis longtemps, je ne ressentais aucune peur, seulement une calme assurance. Quoi qu'il arrive, non, je m'en sortirai.